L'équipe qui fabrique La Voix est libre, bienvenue, welcome, willkommen, benvenuto, bienvenido, povitagne. Bref, on est content de vous retrouver ce matin pour parler non pas des municipales, mais des prochaines élections, les européennes. Vous vous en doutiez un peu après cette litanie des bienvenus. Retenez la date, c'est pour la France le dimanche 25 mai. Au total, 508 millions d'Européens seront appelés à élire leurs représentants. Pendant 5 ans, ils vont siéger au Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles. Nous allons essayer ce matin de vous faire comprendre comment les eurodéputés travaillent et de quelle manière les lois européennes influencent notre vie quotidienne. Pour ce faire, je fais appel à 2 eurodéputés de notre région. Elles sont avec moi ce matin. Françoise Grossetête, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu sur une liste UMP et au Parlement européen. Vous appartenez au groupe PPE, Parti populaire européen, qui, on va schématiser, regroupe l'ensemble des partis de droite du continent, oui. Centre-droit. Et vous êtes membre également de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Sylvie Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes au Parti socialiste et à Strasbourg-Bruxelles, vous siégez au sein du groupe SED, une alliance donc socialiste et démocrate. C'est la deuxième formation politique en Europe, après le PPE en nombre d'élus. Vous êtes membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Vous vous représentez toutes les deux aux élections, je le précise. Oui. Françoise Grossetête pour un 5e mandat. Oui. Sylvie Guillaume pour un second. Deuxième. Mais voilà, pour un second mandat. Ce matin, je vous demanderai un petit peu d'oublier votre campagne électorale pour faire œuvre de pédagogie. Alors, j'ai intitulé cette voix est libre eurodéputé, heureux député, point d'interrogation. Au-delà du clin d'œil linguistique, êtes-vous, mesdames, des élus heureuses? Madame Grossetête. Je dirais heureuse par le travail, l'intérêt du travail qui est fait au Parlement européen. Je dirais députée passionnée par ce que je fais. Plus qu'heureuse, mais passionnée. On est heureux quand on arrive à faire passer ce que l'on a envie de faire passer, c'est-à-dire les messages que l'on a envie de transmettre. Quand on gagne, quand on est rapporteur et qu'on gagne, ou quand on a déposé des amendements et qu'on a gagné sur les amendements, oui, on est heureux. C'est un mandat très épanouissant. Parce que c'est une forme de dépassement de soi-même. C'est un mandat qui est un mandat de connaissance des autres. On est amené à rencontrer d'autres élus qui ont des pratiques, des cultures différentes, qui nous apportent beaucoup, auxquelles on espère aussi apporter de notre culture et de notre pratique. Et donc, c'est effectivement un mandat qui est un mandat d'épanouissement. Je dirais que c'est en outre un mandat qui, même si, on y reviendra probablement, prend des décisions qui sont des décisions très concrètes dans la vie des citoyens. Ce sont des décisions qui sont quelquefois un peu longues, mais qui sont effectivement dans le quotidien des gens. Et c'est, je crois, très important. Alors si je vous pose la question ce matin, c'est parce que vous le savez sans doute mieux que moi, vous êtes souvent méconnu, même parfois je dirais presque invisible pour nombre de nos concitoyens. Mercredi matin, Pierre Lacheux et moi-même sommes allés sur la place de l'Europe à Lyon, dans le 6e arrondissement, une place assez agréable avec des arbres, quelques bars-restaurants, dont un qui fait clairement référence à l'Union européenne. Il y a même des drapeaux européens. Et là, nous avons réalisé ce qu'on appelle un micro-trottoir des citoyens interrogés au hasard. Ce n'est pas un sondage, je le précise, comme à chaque fois. Première question, connaissez-vous le nom de vos députés européens? Un nom? Non. C'est ça qui m'embête. J'ai pas de nom là. Je dois les connaître, mais eurodéputé, non. Non. Enfin, je les connais peut-être, mais là, à brûle pour point, non. Oui, c'est Françoise Grossetête. Bien joué. Merci. C'est utile, mais on a l'impression que c'est pléthorique et que en fait, ça ne sert à rien. Il parle, mais personnellement, en tant que citoyenne française, je vois pas de résultat. Parlement, commission, je devine ce que ça peut être, mais vous dire d'une manière précise ce que c'est, non. Il s'occupe de l'économie au niveau de l'Europe. Tout d'abord, l'euro. Il s'occupe aussi des problèmes de santé. Ensuite, la TVA intracommunautaire. De l'immigration. Et enfin aussi la possibilité de faire des virements à l'intérieur de l'espace, à l'intérieur de la zone euro, sans frais bancaires supplémentaires. J'attends de recevoir les imprimés pour faire un choix approximatif. Je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas qui se présente, je ne sais rien du tout. Pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup. Alors, on parle que, vous voyez bien, on parle de la France, c'est tout. On ne parle pas de l'Europe. Réaction, mesdames.
Oui, bien sûr. C'est bien regrettable. On parle beaucoup de la France en France, mais on évite de parler de l'Europe. Et cela, c'est vraiment un mal français. Je le remarque depuis que je suis député européen. Nos responsables politiques n'ont pas du tout envie d'expliquer ce que l'on fait au niveau européen parce qu'ils ont trop peur de faire croire qu'il y a un soi-disant transfert de souveraineté, ce qui n'est pas le cas. Je rappelle que nos ministres partagent le pouvoir législatif avec nous. On va l'expliquer ça après, parce que c'est très important. Vous voyez, je vous ai posé la question heureuse, mais finalement méconnue et invisible. C'est, je dirais, presque l'autre versant de la pièce. Ça ne me surprend pas vraiment. C'est vrai que nous sommes moins visibles. Nous ne sommes pas tous les mercredis dans une assemblée qui chahute. Nous sommes vraiment dans une formation de la décision et des décisions politiques qui est tout à fait différente, moins conflictuelle, moins violente que probablement dans la politique française. Et donc, de ce fait, comme nous ne sommes pas, parce que nous travaillons à Bruxelles et à Strasbourg, nous ne sommes pas sur la scène parisienne, nous sommes forcément un peu moins visible. Mais cette question de la proximité, par exemple, de l'identification de qui est mon député, c'est un problème malgré tout pour vous? Oui, c'est un problème parce que cette question de la pédagogie, elle devrait avoir lieu sur toute la durée des mandats. Là, on va entrer en campagne. Donc il va y avoir évidemment un focus, vous le faites vous-même aujourd'hui, vous faites un focus sur notre activité. C'est assez rare qu'en cours de mandat, on nous demande de faire de la pédagogie dans une émission de ce volume et de cette audience devant tout le monde. Donc je crois qu'il y a vraiment à repositionner une fonction pédagogique de ce que nous faisons, de ce que fait le Parlement européen tout au long des mandats. Ce que nous faisons d'ailleurs, nous, de notre côté, on a des réseaux sociaux, on a des blogs, on fait ce travail, on a des newsletters. Mais je crois qu'il faut vraiment que les médias se chargent de faire cette pédagogie longitudinale. Ce déficit que nous ressentons et que nous vivons vraiment, c'est très frustrant d'abord pour le député européen qui travaille. Et malheureusement, la plupart du temps, effectivement, on ne met pas en valeur ce que nous faisons. C'est extrêmement difficile. Comme le disait Sylvie, nous ne sommes pas à Paris. Donc ça, c'est la vraie difficulté que nous avons. En réalité, on a cherché à nous rapprocher de nos électeurs en créant ces circonscriptions. Moi, j'ai été élue 2 fois sur liste nationale. Et puis... je vais juste expliquer brièvement. Donc c'est une grande circonscription du Sud-Est qui regroupe Rhône-Alpes, PACA et la Corse. Et ces circonscriptions sont tellement vastes. Comment voulez-vous que nous puissions être effectivement répertoriés, reconnus, identifiés par chaque citoyen? C'est absolument impossible. J'entends, mesdames, ce que vous dites sur l'information et sur les médias avant de parler de la pédagogie, parce que j'ai promis ça aux téléspectateurs et on va le faire. Il y a quand même aussi au sein de votre parti une visibilité des députés européens qui est faible. On vous met rarement en avant dans vos formations politiques. Mais nous sommes peu nombreux. Il faudra, dans cette pédagogie que vous allez faire, indiquer que, par exemple, comme le disait Françoise, dans cette grande circonscription de plus de 12 millions d'électeurs, il y a 13 députés européens, 577 députés français. Donc, vous voyez, il y a une disproportion 74, 577, si je peux me permettre, sur la France, parce qu'il faudrait prendre en compte l'ensemble de la France. 74 sur la France, 13 dans notre circonscription. On a interrogé des Lyonnais sur la place de l'Europe. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a un travail énorme. Moi, je suis seule, par exemple, de ma formation politique à survivre, entre guillemets, de l'élection de 2009. Donc, j'ai évidemment beaucoup plus de trajets, beaucoup plus de présence à réaliser auprès des gens pour arriver à faire reconnaître le travail que nous faisons. Sur l'existence au sein des partis politiques ? Sur l'existence au sein des partis politiques, vous avez raison. Nous ne sommes pas vraiment valorisés. Alors, je n'ai pas trop à me plaindre parce que je suis une des rares députées européennes avec Brice Hortefeux à faire partie du bureau politique de l'UMP, bureau politique national de l'UMP. Mais c'est vrai qu'on n'est pas suffisamment reconnu, pas suffisamment mis en valeur. Et puis, il y a parfois, je dois le dire, un certain mépris de la part de nos collègues parlementaires nationaux, sous prétexte que nous sommes désignés. C'est-à-dire que nous, finalement, pour être candidats, ce sont nos partis politiques qui nous désignent. Ensuite, bien sûr, il faut gagner l'élection. Mais le mode électoral ne nous permet pas non plus d'avoir une vraie reconnaissance de la part de nos collègues. Alors, je vous avais promis de la pédagogie, en voilà. On va suivre comment se fabrique la loi en Europe. D'abord, qui prend les décisions en Europe? Alors, pour faire simple, disions qu'il y a 4 institutions. Le Parlement européen, dont vous faites partie, mesdames, 766 députés actuellement, issus des 28 pays de l'Union. Ils seront 751 après le 25 mai. À noter, la proportion de femmes, elle est de plus en plus importante et surtout
plus forte que celle de notre bonne vieille Assemblée nationale. Il y a aussi le Conseil européen, composé de chefs d'État et de gouvernement. Il définit les grandes orientations stratégiques. Vous me corrigez si je me trompe. Le Conseil de l'Union européenne, on ne confond pas. Conseil européen et maintenant Conseil de l'Union européenne, qui lui est composé des ministres, des gouvernements. Il partage les compétences budgétaires et législatives avec le Parlement. Et enfin, la fameuse Commission européenne. C'est l'exécutif de l'Union. Il est responsable de la mise en application des lois, du suivi des traités, de la question de la gestion quotidienne de l'Union européenne. Et c'est la Commission qui propose les lois, mesdames, c'est-à-dire c'est elle qui a ce qu'on appelle l'initiative parlementaire. C'est ça une grande différence qu'il y a par rapport à nos parlements nationaux. Donc c'est pas vous qui pouvez proposer des lois. Alors, on peut évidemment avoir un pouvoir d'influence sur la conception des lois. Mais vous avez raison, à ce stade, simplifions, il y a un triangle institutionnel qui existe au plan européen. La Commission rédige, met en circulation des lois et en parallèle, le Conseil, c'est-à-dire les représentants des États membres et nous-mêmes, parlementaires, travaillons sur ces textes. C'est cela qu'il faut retenir vraiment de la conception du travail. On va aussi expliquer qu'il y a quand même un avis qui est demandé aux parlements nationaux parce que là aussi cette connexion se fait tout de suite. Voilà. Proposition, je suis la Commission, je propose un texte. Il passe d'abord aux parlements nationaux, ensuite il y a des avis, au comité des régions, au comité de conseil économique et social, c'est ça? Pardon, allez-y. Pardon, je termine parce que l'une des évolutions, effectivement, de mon point de vue tout à fait sensible qui devrait intervenir, c'est que le Parlement puisse acquérir réellement un pouvoir d'initiative. Là, pour l'instant, nous avons la capacité de rendre des rapports, de faire des résolutions, d'avoir donc un pouvoir d'influence et de rédaction sur la future loi. Mais l'initiative, nous ne l'avons pas pour le moment. Ça doit évoluer dans ce sens. Alors, on peut quand même contourner un petit peu l'obstacle, mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Lorsque les députés, quelques députés de différents groupes politiques s'entendent sur la rédaction de ce que l'on appelle une déclaration écrite, sur un sujet sur lequel ils veulent absolument sensibiliser la Commission européenne. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu, moi. Nous étions quelques députés européens à vouloir que la Commission européenne se préoccupe d'un plan d'action de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Et la Commission européenne ne voulait pas en entendre parler. Nous avons rédigé une déclaration écrite, c'est quelques lignes, sollicitant en somme que la Commission enfin prenne ce sujet et fasse des propositions. Et cette déclaration écrite doit recueillir les signatures, la majorité absolue des signatures des députés européens. Alors là, il faut faire un vrai lobbying au sein du Parlement pour recueillir ces signatures. Et à ce moment-là, la déclaration écrite est reçue, elle est validée, en somme, et elle est envoyée à la Commission européenne. Et la Commission a quand même l'obligation à ce moment-là d'en tenir compte et de faire une proposition. Alors, on va continuer, si je puis me permettre, dans le processus électoral. Donc, il y a l'initiative, des avis des parlements nationaux, d'un certain nombre de comités. Arrive la première lecture. Et va se constituer ensuite véritablement le cœur de votre travail, c'est-à-dire la constitution de commissions de travail finalement sur chaque texte avec la nomination, et là vous allez m'expliquer ce que c'est, de ce qu'on appelle des shadow rapporteurs. Alors, qu'est-ce que les shadow rapporteurs? Non, les commissions préexistent avant la détermination et la mise en circulation des textes. Elles ne se constituent pas pour les textes en question. C'est-à-dire que la Commission européenne donc, envoie sur le bureau du Parlement européen une proposition de rapport. Et le bureau du Parlement regarde quelle est la commission qui va être saisie au fond. Parfois, il y a même des commissions qui seront saisies pour avis, si le texte concerne d'autres commissions. Donc, le bureau du Parlement va déterminer quelle est la commission qui est saisie au fond. Le rapport arrive sur le bureau de cette commission-là, commission parlementaire. Et donc, c'est là où se fait l'essentiel de votre travail, qui est le travail qu'on ne voit pas pratiquement. À ce moment-là, il va falloir déterminer qui va être le rapporteur au sein de cette commission. Qui est le responsable? Et alors, là, c'est assez compliqué. Parce que on va essayer de faire simple, s'il vous plaît, Mme Grossetête, parce que du coup, l'objectif de cette émission, c'est... Je vais essayer d'expliquer simplement, et Sylvie apportera aussi son point de vue. Il y a une vraie rivalité entre les groupes politiques pour certains rapports, quand il s'agit, par exemple, de textes législatifs. Donc,
mesures ont une portée importante. Eh bien, là, il y a une rivalité entre les groupes politiques qui doivent décider qui va obtenir ce rapport. Il faut savoir qu'au moment de l'élection, chaque groupe politique dans chaque commission parlementaire va bénéficier d'un nombre de points qui est conforme, en somme, au résultat électoral. Au poids électoral de chaque parti. Au poids électoral de chaque groupe politique. Et ces points-là, on les a pour les 5 années du mandat. Et il faut savoir les dépenser, entre guillemets, en faisant une vraie stratégie, en sachant à l'avance sur les 5 ans quels seront les textes très importants qui vont arriver au Parlement, qui concerneront la Commission pour, en somme, ne pas perdre inutilement des points sur des textes qui ne sont pas législatifs, par exemple, et se consacrer vraiment à ce qui sera lourd comme portée législative. Alors j'espère que vous avez bien compris, il y a une forme de mise aux enchères, si je puis dire, des textes importants qui sont aussi les priorités des groupes politiques. Vous avez un capital de points que vous allez dépenser pour finalement associer parfois le nom de votre groupe politique, bien sûr, mais aussi votre nom pour finalement récupérer le rapport qui est susceptible d'aboutir soit à un règlement, soit à une directive. Avec les questions européennes, je crois qu'il faut rendre simple ce qui est compliqué et quelquefois un peu complexifier ce qui apparaît comme trop simple. Il faut prendre un exemple. Vous prenez un texte sur la question de l'asile. La Commission veut réformer le droit d'asile parce que ça ne fonctionne pas. Elle va demander à la Commission Justice Affaires Intérieures du Parlement européen de travailler sur un texte pour améliorer le droit d'asile. Dans le même temps, le Conseil, c'est-à-dire les États membres, vont travailler sur ceci. Au bout du bout, le rapporteur, celui qui se charge de faire cheminer ce dossier au sein du Parlement et d'obtenir une majorité de voix là-dessus, c'est-à-dire un consensus suffisant qui permet de valider le texte, va confronter avec le résultat de ce qui s'est passé au Conseil et nous allons discuter ensemble pour améliorer justement un sujet. Mais l'idée, c'est d'améliorer le sujet. Je reviens un instant sur ce que disait Françoise sur les déclarations écrites. Ça a marché et c'était un sujet important pour la maladie d'Alzheimer. Moi, je pense qu'il faut qu'on se débarrasse des déclarations écrites. Ça ne sert à rien. Et sur une qui est importante, Françoise, pour une qui est importante, il y en a 50 qui sont sur des sujets totalement farfelus. Alors, donc, à mon avis, c'est sans intérêt. Je voudrais qu'on continue sur votre travail. Vous allez faire un gros travail au sein des commissions. C'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas. Ce qu'on voit, c'est les images qu'on a eues derrière nous il y a quelques instants. C'est-à-dire on lève, on vote en Assemblée. Je rappelle du reste qu'au sein du Parlement européen, ne votent que ceux qui sont présents. C'est aussi une différence quand même fondamentale avec le... Il n'y a pas de procuration, il n'y a pas de petite clé qu'on tourne, on fait voter. Ça, c'est essentiel. Vous allez faire ce travail et vous allez auditionner beaucoup de gens finalement. Des experts, des associations de consommateurs, de malades, des lobbies également. Et du reste, on dit très souvent que Bruxelles, Strasbourg, c'est le lieu des lobbies. On vous a à un moment interpellé, Madame Grossetête, sur l'influence que vous auriez subie d'un certain nombre de lobbies pharmaceutiques sur la question de la maladie d'Alzheimer. Quelle est la place, quel est le code de conduite sur la question des lobbies? Je voudrais qu'on fasse très très court là-dessus parce que je sais qu'il y a un code de conduite, des règles éthiques qui vous sont soumises sur l'influence des lobbies. Quelles sont-elles? Il y a un code de conduite pour les parlementaires auquel on doit se conformer dans le contact que nous avons avec ceux qui nous apportent des informations volontairement ou que nous choisissons d'aller chercher. Donc ça, c'est notre code de conduite à nous. Il y a effectivement un registre pour les lobbyistes qui sont répertoriés à Bruxelles et qui doivent indiquer notamment qui ils sont, comment ils fonctionnent, dans quel sens et avec quel type de moyens. Est-ce que vous avez obligation de dire qui vous avez rencontré? Oui, maintenant oui. Maintenant, vous devez dire vos rendez-vous, vous devez donner le nom des personnes. Quand on est rapporteur, on doit mettre à la fin du rapport, on doit mentionner les personnes que l'on a rencontrées, qu'il s'agisse des ONG ou qu'il s'agisse d'industriels. Alors, vous ne m'avez pas dit shadow rapporteur, je voudrais juste comme ça qu'on donne la définition. Alors, shadow, donc ombre, rapporteur. Rapporteur, bien sûr. Le shadow rapporteur, c'est le rapporteur qui est désigné dans chaque groupe politique. C'est-à-dire que vous avez le rapporteur du Parlement, mais chaque groupe politique va désigner son propre rapporteur qui va travailler avec le rapporteur. Alors, il y a des clivages de partis, bien sûr, 8 partis au sein de, 8 groupes politiques au sein du Parlement européen. Donc, il y a ce clivage-là qu'on connaît, qu'on retrouve évidemment à l'Assemblée nationale française. Mais il y a aussi un autre clivage, qui est le clivage entre pays que vous vivez au sein de vos groupes politiques. Tout à fait. Qui fait que parfois, sur certains nombres de textes, j'imagine, vous n'êtes pas tous d'accord au sein de votre groupe politique.
Oui, c'est la loi de la démocratie. On fait valoir nos points de vue, nos convictions. Vous savez, de temps en temps, on présente le Parlement européen comme un espèce de lieu de consensus mou où tout le monde finit par perdre sa conviction dans une espèce de magma. Et c'est pas le cas. Et ça n'est pas le cas. C'est au contraire un lieu où les convictions s'expriment. Mais c'est chaud des fois, excusez-moi de vous le demander, au sein de vos groupes politiques, ça... Bien sûr. Et donc c'est là où on fait valoir nos points de vue, où on défend nos positions. Alors après, on est quelquefois tenté, et c'est le cas dans la politique française, d'essayer de franchir un énorme pas en avant au détriment de l'opinion des autres, mais en passant un peu en force. Le Parlement européen, les institutions européennes privilégient plutôt, sur la plupart des sujets, des pas moins grands, mais beaucoup plus assurés. Un exemple rapide, s'il vous plaît, sur un texte qui, au sein de vos groupes politiques, a fait débat. Sur l'agriculture, par exemple, c'est un sujet délicat dans nos groupes politiques. Sur l'agriculture, moins peut-être chez moi, mais par exemple, sur les questions environnementales, la diminution des émissions de CO2 des véhicules automobiles. Là, vous comprenez tout de suite les conflits entre les Français et les Allemands. Chez nous, nous avons plutôt des constructeurs automobiles qui produisent des petites et moyennes cylindrées, avec des moteurs qui sont des voitures plus légères, des moteurs qui émettent moins de CO2. Et alors qu'en Allemagne, on le sait, il y a beaucoup de grosses cylindrées allemandes qui forcément émettent beaucoup plus d'émissions de CO2. Et là, c'est une vraie bagarre entre mes collègues allemands et puis nous-mêmes les Français, parce que, eh bien, il y a quand même derrière tout l'avenir d'une industrie automobile, les emplois que nous devons absolument défendre. Et la question, évidemment, de la santé publique, évidemment, qui se pose et qui vient percuter. Et la question de la santé publique. Je voudrais juste là exactement. que bien les téléspectateurs comprennent sur cet art du compromis, de la recherche finalement, de la force de la conviction. On sent bien que chez les députés, les parlementaires nationaux, la logique majoritaire, la logique, la discipline, parfois au sein du Parlement, ils la vivent mal. Et ce qui m'a beaucoup surpris, puisque je suis allé à Bruxelles la semaine dernière, j'ai eu la chance de pouvoir un peu voir au quotidien ce que vous faisiez, c'est qu'il y a véritablement une forme de plus grande liberté, j'ai l'impression, une plus grande indépendance du parlementaire que celle qu'on vit au niveau national. Est-ce que vous partagez cette appréciation? Oui, l'indépendance. Oui, c'est une indépendance parce que nous finissons aussi, alors Françoise a une longévité plus longue que moi dans le mandat, c'est aussi une question d'expertise que nous arrivons à avoir sur un certain nombre de sujets. Parce que vous allez vraiment dans le détail. Nous sommes obligés. Nous sommes obligés. Ce sont des sujets, donc je disais tout à l'heure, qui étaient sans doute plus compliqués ou plus simples selon l'angle où on se trouve, mais dans lesquels nous sommes obligés d'apprendre énormément, de nous nourrir des contacts que nous pouvons avoir avec des lobbies, avec des ONG, comme vous le signaliez tout à l'heure, mais nous devons être de vrais experts de notre sujet. Et donc, du coup, ça a son importance aussi pour la suite. D'où le temps de maturation, le temps de fabrication de la loi qui est beaucoup plus long qu'au niveau national. C'est vrai qu'il faut devenir, si vous voulez, on parle beaucoup de l'influence française au sein des institutions européennes et entre autres au sein du Parlement européen. Si vous voulez effectivement développer et être un pilier de cette influence française au sein du Parlement, il faut, comme le dit Sylvie, il faut développer des expertises. Vous ne pouvez pas être expert en tout, mais un député va être reconnu le jour où effectivement il devient, aux yeux de ses collègues, non seulement dans son groupe politique, mais des autres groupes politiques, l'expert sur telle et telle question. Ça, c'est fondamental. Et pour devenir expert, le député doit faire un travail colossal. Et le député travaille avec ses collaborateurs de son bureau. C'est-à-dire que le député est obligé véritablement de s'investir totalement. On n'a pas une armada de personnel, de fonctionnaires, d'administration qui viendraient travailler pour nous. Absolument pas. Mais ça, entre nous, mesdames, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout. Qu'on ne voit pas du tout ce travail que vous faites. C'est vrai que ça ne se voit pas. C'est reconnu par contre au sein du Parlement européen, ça c'est certain. Mais c'est vrai qu'au niveau national, ça n'est pas su, ça n'est pas reconnu. Parce qu'il y a une responsabilité quand même. Je veux dire, ce qu'on décrit de la formation d'une loi européenne qui devient après contraignante pour les États membres, même s'ils l'interprètent dans la transposition dans la loi nationale. Il y a une responsabilité vis-à-vis des États membres, une responsabilité vis-à-vis des citoyens, de la manière dont va s'exprimer cette loi européenne dans le quotidien des gens. Donc c'est très important. Ce qu'on doit aussi expliquer, c'est que vous ne travaillez pas, il n'y a pas que le Parlement qui travaille, évidemment, il y a le Conseil, il y a la Commission européenne, vous avez même des réunions, ce qu'on appelle le trilogue. Oui. Le trilogue, vous allez vous retrouver, donc, chaque représentant des institutions pour rediscuter d'un certain nombre de points qui peuvent poser problème. Première lecture, deuxième lecture, conciliation.
hein, si jamais... Oui. Et puis... S'il y a encore un désaccord en deuxième lecture. S'il y a encore un désaccord en deuxième lecture. C'est très rare. Non, non. Mais c'est moins vrai maintenant. C'est-à-dire, oui, mais c'est dommage. C'est dommage parce que moi j'ai connu un Parlement européen qui vraiment allait jusqu'au fond des choses et ne cherchait pas systématiquement à avoir des accords de première lecture. Et on se disait, première lecture, on va assez loin dans notre volonté parce qu'on sait qu'en deuxième lecture, on aura un peu à négocier avec le Conseil. Deuxième lecture, on commençait à négocier avec le Conseil. Et quand on n'arrivait pas du tout à se mettre d'accord sur des points qui étaient essentiels pour le Parlement, effectivement, on allait en trilogue. Et là, moi, c'était un vrai exercice du pouvoir législatif du Parlement. Ce mandat, ce dernier mandat que j'ai eu, et qui est le premier mandat de Sylvie, effectivement, nous avons eu très souvent des accords de première lecture. Je le regrette un peu, parce que je pense qu'on ne va pas assez au fond des choses. Alors, je voudrais qu'on termine, s'il vous plaît, mesdames. Dites-moi, parlez-moi d'une loi sur laquelle vous avez travaillé, qui a été votée, qui influence notre vie quotidienne. Il nous reste 2 minutes avant le journal de midi. On aura encore évidemment une partie après le flash. Dites-moi 2 lois qui ont vraiment une conséquence sur notre vie quotidienne et dont on ne sait pas forcément qu'elle a été votée à Bruxelles ou à Strasbourg. Moi, je dirais dans des domaines très différents. Dans le domaine de la migration, la réforme de l'agence Frontex, qui est l'agence pour les frontières extérieures. Je ne détaille pas, on n'en a pas le temps, mais nous avons mis au point dans ce mandat la modification du règlement qui permet de fonctionner à l'agence et qui a considérablement modifié les choses pour ce qui concerne la prise en compte des droits fondamentaux des personnes qui sont recueillies en mer. Premier exemple, c'est très concret, c'est très précis, c'est un règlement et donc le règlement s'applique directement. C'est le contraire des directives qui passent dans les tuyaux des parlements nationaux. Deuxième exemple, je dirais la mise au point des initiatives citoyennes européennes. C'est un peu le 4e pouvoir, la 4e institution ou 5e selon votre décompte de tout à l'heure. Initiative citoyenne européenne, c'est la capacité pour les citoyens européens d'interpeller la Commission et donc les institutions européennes sur la nécessité de légiférer autrement. Ça s'est mis en place pendant ce mandat. Dans le domaine de la santé, j'aurais beaucoup d'exemples. Je parlerai de la directive sur les soins de santé transfrontaliers qui permet à tout citoyen européen d'aller subir des soins de santé programmés, non pas d'urgence, programmés dans un autre État membre que le sien. Et cette directive règle les questions, est-ce que je vais être remboursé, est-ce que j'ai besoin d'une autorisation préalable, etc. Je pourrais parler du règlement sur les médicaments pédiatriques qui soutient la recherche pour obliger l'industrie pharmaceutique à trouver des médicaments qui soient vraiment adaptés aux enfants. Je donnerai un exemple dans l'environnement. La directive sur le recyclage des déchets électriques et électromagnétiques. Aujourd'hui, on va porter son ordinateur qui ne marche plus, pour le recycler, on va porter son téléphone pour le recycler, on va porter son sèche-cheveux, tout matériel, et ça, c'est une directive européenne. Voilà. Eh bien, l'Europe au quotidien, l'Europe qui a vraiment une place dans notre vie de tous les jours. On vient d'en parler. On en reparle dans quelques minutes après le journal de midi présenté par Paul Satis. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Avant les élections européennes, il y a des élections présidentielles en Algérie jeudi prochain. Mais les Algériens de France peuvent commencer à voter dès aujourd'hui. 50 000 électeurs pour le seul département du Rhône où le centre de vote est installé dans un gymnase lyonnais. Pour la première fois, un bureau de vote a été mis en place en Ardèche, à Privas. Il y en a aussi à Valence, Oyonnax, Saint-Étienne, Roanne, Saint-Chamond et au Chambon-Feugerolles. Les 2 dirigeants de l'usine de fabrication de papier Arjowiggins se relâchaient hier soir à Charavine, dans le Nord-Isère. Ils étaient retenus depuis jeudi par des salariés. Ils les ont laissés partir après avoir obtenu un rendez-vous au ministère de l'économie. Leur usine, qui emploie 180 personnes, est menacée de fermeture. En colère aussi, les motards. Une très grosse manif est programmée cet après-midi à Lyon. 3000 motos attendues. Elle va notamment entraîner la fermeture du tunnel de Fourvière vers 17h. Les motards ne veulent pas de la baisse de limitation de vitesse à 80 km/h envisagée par le gouvernement. Un faux prétexte selon eux. La vitesse vient en 3e ou en 4e sur les décès sur la route. Devant l'alcool, devant l'inattention, devant l'endormissement, devant tout un tas de choses. Mais il est plus facile de lutter contre la vitesse que de lutter contre les comportements non citoyens, les comportements dangereux, passer des SMS, téléphoner au volant, se maquiller le matin, les dames, en conduisant, c'est fantastique, ça marche bien.
La guerre du bois en Ardèche, on ne parle pas encore de déforestation, mais à certains endroits au sud, ça y ressemble un peu. Des coupes qui inquiètent à tel point qu'un collectif de défense de la forêt s'est créé. Et ça polémique, car les propriétaires des parcelles, eux, voient dans la forêt une source de revenus non négligeable. Hugo Chaplot et Nicolas Ferraud. Voilà, ça c'est une zone qui a été coupée récemment. Là, il y a environ 3 hectares. Comme sur cette parcelle, plusieurs hectares de forêt disparaissent chaque semaine en Ardèche. Des coupes rases et des conséquences sur l'équilibre des terres. Les sols ils vont se barrer en fait, parce qu'il n'y a plus de failles. Failles, c'est les terrasses en fait qui retenaient la terre et qui ont été en fait broyées par les machines mélangées aux branches. Et donc les sols vont tous partir en bas dans les ruisseaux. Et donc c'est sûr que l'eau ne va plus s'infiltrer correctement dans le sol, quoi. Des conséquences écologiques mais aussi esthétiques. Depuis les hauteurs, le morcellement des parcelles forestières est bien visible. Une situation que dénonce le collectif de défense de la forêt ardéchoise. Qu'est-ce qu'on cherche ? On a quelle notion d'écologie en France ? La notion de paysage non seulement n'existe pas, mais la notion d'entretien et de raison n'existe pas non plus. Donc on se retrouve complètement bloqué par les règles et la loi. Une loi qui autorise les propriétaires à couper leurs arbres comme bon leur semble dans une limite de 4 hectares. Mais quand les deux parties se rencontrent, le dialogue devient difficile. On va voir la députée pour que ça bouge et tout, pour changer les règles. S'il y en a des bois, c'est pour un peu d'argent. Ça va la défigurer un peu, mais je vois aussi dans le contexte actuel qui est en crise, les gens ils vont profiter de couper du bois au lieu de le laisser brûler comme c'est arrivé pendant quelques années. 1 hectare de forêt peut rapporter jusqu'à 1 500 €. C'est 2 fois plus qu'il y a un an, conséquence de la multiplication des centrales biomasse dans la vallée du Rhône. Le département, de son côté, mise sur une gestion collective des parcelles. On peut, par nos aides, inciter les propriétaires forestiers privés à se regrouper en association syndicale libre de gestion forestière et faire en sorte que l'on puisse mener sur ces parcelles qui sont regroupées une politique à long et moyen terme pour gérer une forêt correctement dans le sens du développement durable, bien entendu. Une mesure qui n'a aucun caractère obligatoire, mais qui pourrait être débattue au Parlement la semaine prochaine dans le cadre d'une modification de la loi sur la gestion forestière. Le sport avec le basket et la grosse claque hier soir pour l'Asvel battu par Paris 79-53. Villeurbanne toujours hors du top 8 qui permet de se qualifier pour les playoffs. La chorale accueille Nanterre ce soir à Roanne. Pour le foot, ce sera demain, Reims-Saint-Etienne à 17h et le choc au LPSG à 21h. En attendant, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'Europe, c'est avec Olivier Michel et ses invités eurodéputés dans La Voix est libre. Merci Paul. Le retour de l'info régionale ce soir à 19h. LVEL, deuxième round. Nous parlons ce matin du Parlement européen avec les 2 eurodéputés qui sont auprès de moi, Françoise Grossette du Parti populaire européen et Sylvie Guillaume du groupe socialiste et démocrate. Alors je vous le rappelle, le 25 mai, nous votons élection, c'est important, à un seul tour. Scrutin de liste à la proportionnelle pour élire 74 députés en France, dont 13 dans notre circonscription sud-est, Rhône-Alpes, PACA, Corse, en tout 751 députés. Il y a un autre chiffre que je vais vous donner, il concerne le taux d'abstention en 2009 qui était considérable, plus de 59%. Ce sera sans doute aussi l'un des enjeux de cette élection. Mesdames, est-ce que vous craignez que ce taux d'abstention soit encore plus fort ? C'est probable qu'il sera effectivement très très haut. On sort d'une séquence électorale déjà un peu chargée avec les municipales et c'est vrai que ce taux de participation des Français à l'élection européenne n'a cessé de baisser ces dernières années. Mais tout n'est pas inéluctable et je crois que cette question des enjeux européens, de leur quotidienneté, doit pouvoir trouver un accès auprès de C'est curieux parce que l'Europe quand même est présente dans le débat politique, souvent comme l'épouvantail, le repoussoir ou celle qui nous empêche en gros de faire de la relance eu égard au traité de stabilité, et finalement, les gens participent peu. Oui, mais ça, c'est une vraie difficulté, un vrai problème, parce qu'il y a pratiquement plus de 70%, certains disent même 80% de la législation française qui relève de la législation européenne. Donc vraiment, la désignation, l'élection des députés européens, c'est très important. Et il faut absolument qu'on arrive à faire passer le message auprès de nos concitoyens en leur disant qu'il faut envoyer au Parlement européen des députés qui soient des députés utiles, qui soient des députés efficaces, qui véritablement s'engagent à travailler et
à non seulement défendre les valeurs qu'ils ont envie de promouvoir au sein de l'Europe, mais défendre les intérêts de la France et travail. au sein de l'Europe. Vous l'avez démontré dans la travail, première partie qu'il y a un gros travail. Je voudrais du reste vous citer quelqu'un de chez vous, hein. C'est Alain Lamassoure qui sera tête de liste du reste en Ile-de-France pour oui. l'UMP, qui disait il y a c'était l'année dernière, hein, il y a 3 types d'eurodéputés, les assidus, dont je peux dire que vous faites partie toutes les deux, les vedettes politiques nationales qui se cherchent un abri après un accident de parcours et continuent à privilégier Paris aux dépens de l'Europe, j'imagine que vous en connaissez, oui. Et ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre, les militants que l'on récompense. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est un peu abrupt, mais c'est assez juste, en fait. C'est assez juste. Ça joue contre vous malgré tout. Ça joue aussi contre la participation. Finalement, un certain nombre d'eurodéputés qu'on ne voit que lors des sessions plénières et qui finalement passent plus de temps à Paris qu'à Strasbourg ou à Bruxelles. Oui, tout à fait. Oui. Il y a vraiment cette distinction entre ceux qui font le travail en permanence et puis ceux qui sont là en pointillé. On va en citer dans tous les partis. Hein. Rachida Dati, par exemple. On pourrait citer Harlem Désir. On pourrait citer Jean-Luc Mélenchon. La famille Le Pen, qui font partie parce que... De Villiers. Voilà, parce que vous ne le savez peut-être pas non plus, il existe un certain nombre de sites, du reste très bien faits, qui mesurent la participation, l'assiduité, et vous êtes très bien placés, mesdames, si je puis me permettre, notamment pour vos participations au vote. Françoise Grossetête, vous êtes 3e sur la participation au vote, vous ne le saviez pas, et bien voilà, je vous l'apprends ce matin. Et vous êtes 8e, 93% de participation au vote, 95% de participation au vote. Alors, il y a des choses aussi plus subtiles sur l'adhésion à ce qu'on fait. Il y a la participation au vote, c'est une chose. Mais ce qui est important aussi, et malheureusement ça n'est pas quantifié, c'est tout le travail qui est fait, comme on l'a dit précédemment, dans le travail de commission. Eh bien, c'est quantifié sur le site Vote Watch, dont je vous donnerai l'adresse à la fin de cette émission, où tous vos amendements, toutes vos résolutions, tous vos rapports sont recensés et sont notés. Alors, après, il faut avoir un petit peu de méfiance parce qu'il y a aussi les stakhanovistes qui ont trouvé quelques biais pour avoir un peu plus des statistiques un peu plus intéressantes, mais on ne va pas détailler, ça n'est pas très joli. Je peux revenir un instant sur votre question de l'abstention pour y accoler autre chose qui est la question de la dispersion. Les élections européennes, c'est souvent aussi un moment où s'exprime beaucoup de frustration et un exutoire à un certain nombre de sujets qui d'ailleurs pour certains d'entre eux ne concernent pas réellement l'Europe. Donc moi je me méfie aussi de cette question de la dispersion parce que si on a beaucoup de listes, s'il y a une très forte dispersion, c'est vrai que ça va être des votes finalement perdus au final avec des gens qui ne seront pas élus. Et je crois que c'est aussi important. Alors, il ne s'agit pas de prédéterminer l'exercice de la démocratie. Chacun est évidemment libre de faire ce qu'il veut. Mais j'attire l'attention là-dessus pour l'efficacité ultérieure des parlementaires européens, de la présence de la France aussi dans le contexte européen. Cette dispersion favorisée par ce qu'on appelle la montée des nationalismes en Europe? Oui, mais c'est pour ça que je parlais d'envoyer au Parlement des députés utiles et efficaces. Là, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Sylvie. Vous savez, ceux qui tiennent des discours populistes, eurosceptiques aujourd'hui, de toute façon, ne contribuent pas efficacement à défendre les intérêts de la France au sein de l'Europe. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas en niant tout que l'on va pouvoir se positionner. 2 mots sur ce qu'on pourrait appeler une forme de fatigue démocratique. Est-ce que vous partagez ce constat en Europe, dans un certain nombre de pays? Le dernier exemple en date, c'est Viktor Orban en Hongrie, dont on connaît les prises de position quand même. Est-ce que vous y voyez un signe, vous-même, et la montée des nationalismes, dont je parlais il y a un instant, d'une forme de fatigue démocratique ou pas en Europe? Je serais assez intéressée de voir comment Françoise réagit à l'élection de Viktor Orban. Non, mais moi, de toute façon, une élection, c'est le résultat de la démocratie. On ne peut pas se permettre de critiquer si un tel ou un tel est élu. On peut simplement s'inquiéter de la montée, effectivement, en Europe, des nationalismes et des mouvements très populistes. Mais la France est un exemple, malheureusement, qui inquiète beaucoup nos partenaires européens. Donc, sachons regarder déjà chez nous ce qui se passe. Et c'est là qu'il faut vraiment qu'on arrive à transmettre les messages. Et cette émission qui fait de la pédagogie sur l'Europe, j'espère, contribuera à sensibiliser, en somme, les auditeurs pour qu'ils réalisent combien l'élection européenne est une élection très importante. Alors, le Parlement européen s'est choisi un slogan pour ces élections.
This time it's different. Cette fois, c'est différent. Et pourquoi c'est différent? Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'Union, le Parlement européen aura son mot à dire sur la désignation du président de la Commission européenne. C'est un changement pour vous fondamental? Ah oui, c'est vraiment très très important. Et là, il faudrait qu'on explique aux téléspectateurs. Alors, en quoi ça va changer peut-être votre travail? Est-ce que ça va améliorer l'efficacité encore du travail des parlementaires? Est-ce que ça va rééquilibrer ce fameux déficit démocratique qui existe un petit peu moins maintenant, mais qui a existé pendant longtemps? L'idée première, c'est pas d'avoir un impact direct sur notre travail de parlementaire. C'est pas la première étape de mon point de vue, avec cette identification par les grandes formations politiques, par les groupes du Parlement européen, d'un candidat finalement pan-européen. L'idée, c'est d'abord d'identifier, d'incarner les idées européennes et les idées qui sont défendues par les groupes concernés en termes de réorientation. Nous voulons que l'Europe change. Nous voulons qu'elle aille dans une autre direction. Donc nous nous mettons en situation, en formation de combat pour que cette Europe change. Et nous l'incarnons au travers de Martin Schulz, qui est un candidat du SPD, donc allemand, social-démocrate allemand, de manière à changer et de réorienter vers l'Europe sociale. Donc ça incarne d'abord une orientation politique sur la Commission européenne qui est pour l'instant très libérale, qui ne nous convient pas et dont nous voulons changer les prises de position et les priorités politiques. Du coup, la Commission européenne va plus procéder du Parlement. On a parlé de Martin Schulz, si je puis me permettre, les deux favoris, on va vous les montrer. Donc c'est Martin Schulz pour le groupe SD et puis Jean-Claude Juncker pour le groupe PPE. Véritablement, la Commission va dépendre beaucoup plus aujourd'hui du Parlement, enfin demain du Parlement. Qu'est-ce qu'elle dépend? Elle dépendait beaucoup en santé du Conseil, enfin, en tout cas des chefs d'État. De toute façon, après, vous savez, ce qui se passera dépendra beaucoup de la volonté du président de la Commission, de celui qui sera donc élu président de la Commission. De toute façon, il faut quand même rappeler que ce sont les États membres qui, après les élections, vont nommer ce président de la Commission. Alors, en fonction... Vont choisir, mais vous allez... Oui, en fonction des résultats. Non, mais c'est une responsabilité des États membres. Mais on a au moins aujourd'hui présenté à l'avance, effectivement, aux citoyens européens, les candidats. Chaque groupe politique a présenté son candidat. Il y en a 5 pour l'instant, oui. Martin Schulz, oui. Jean-Claude Juncker. Pour la gauche européenne, c'est Alexis Tsipras. Guy Verhofstadt pour les libéraux centristes, on va les appeler comme ça. Et puis un tandem, José Bové, Ska Keller pour les Verts. Donc effectivement, c'est déjà vis-à-vis des citoyens, ça permet déjà de mieux cerner, d'incarner. Alors je dois vous avouer que moi Claude Juncker n'était pas vraiment mon candidat de départ. C'était plutôt Michel Barnier. C'était Michel Barnier. Ça nous permet à nous, les Français de l'UMP qui sont présents au Parti populaire européen, de véritablement, quand on rencontre Claude Juncker, c'est véritablement lui dire quels sont pour nous les axes que nous voulons de transformation de l'Europe. Michel Barnier, qu'on retrouvera sans doute dans les élections régionales l'année prochaine, mais ça c'est une autre histoire. C'est très important de pouvoir avoir ce type de candidat. Moi je diverge de l'appréciation que Françoise vient d'indiquer sur finalement les États vont prendre la décision seuls. Non, le Parlement sera effectivement, lui, principalement concerné pour ce choix-là. Et c'est d'autant plus important, pour revenir sur la Hongrie et Viktor Orban de tout à l'heure, que quand il y a des transgressions dans un État membre comme la Hongrie sur l'État de droit, le choix qui s'effectue sur le président de la Commission n'est pas complètement neutre. Donc je voulais resituer cela sur le choix aussi très important des parlementaires européens sur le futur président de la Commission. En l'état actuel de la composition donc de l'hémicycle du Parlement européen, pas préjuger de ce qui va se passer, mais il est fort probable que vos deux groupes soient les deux groupes les plus importants sur la prochaine mandature. Mais vous n'avez pas l'un et l'autre la majorité, en tout cas, des voix. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi constituer des coalitions. Tout à fait. Qui vont durer sur l'ensemble, en tout cas, du mandat
du président de la Commission européenne. De toute façon, au Parlement européen, dans toute l'histoire du Parlement européen, il n'y a jamais un groupe politique qui a la majorité absolue. Donc, vous avez le groupe le plus important qui a la majorité relative, mais ça ne lui suffit pas pour l'emporter dans les votes. Il faut donc négocier. Mais là on a l'impression qu'il faudrait une espèce de permanence sur l'ensemble de la durée du mandat du président de la Commission européenne. Alors, jusqu'à présent, nous avions des accords qui permettaient de s'entendre sur la présidence du Parlement. Cette présidence étant renouvelée au bout de 2 ans et demi. Là, peut-être faudra-t-il aller plus loin sur des bases politiques concernant l'économie, concernant tel ou tel grand sujet. Nous verrons. Mais c'est vrai qu'on sera sans doute obligé de trouver encore plus des terrains d'entente. Oui, on ne peut pas figer les choses. Alors, il y a la mécanique, effectivement, qui fait qu'on change à mi-mandat, mais ça, c'est la mécanique, je dirais. Si on en revient aux priorités politiques, il est clair que des coalitions différentes se mettent en place, et selon les sujets. On est certainement, en matière économique, assez éloigné des centristes libéraux que vous signaliez tout à l'heure avec leur candidat Verhofstadt, alors que sociétalement, on est quand même plus proche d'eux, dans mon groupe, qu'avec d'autres formations politiques. Vous n'avez pas signalé, le risque qu'il y ait demain dans le Parlement européen un nombre plus important et très, très important de gens qui sont des europhobes avérés et qui auront été élus. Et c'est, je crois, effectivement un vrai danger dans l'avenir. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, mesdames. Merci infiniment d'être venus ce matin. Et je vous souhaite bon courage pour la suite de votre campagne. Merci à ceux qui ont participé aussi activement à cette émission. Pascal Donneau, Adrien Gros-Ardonnez, Dominique Dumas, Sylvie Jardin. La Voix est libre était réalisée aujourd'hui par Denis Milan. Voilà ce qu'on pouvait vous dire dans le temps imparti sur le travail des députés européens. C'est l'un des enjeux de ces prochaines élections. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille ce site élection2014.eu. Et si vous voulez mesurer la subtilité des députés sortants, consultez ce site votewatch.eu. Maintenant, c'est l'instant métamorphose. Le journaliste devient speakerine pour vous annoncer les programmes régionaux que nous diffusons cet après-midi sur France 3 à 15h20. Un documentaire intitulé « Chronique de la douleur ». Douleur chronique. En France, 1 personne sur 4 est concernée. Ce documentaire s'intéresse à la manière d'améliorer la qualité de vie de ces patients. Et puis 1 heure plus tard, une petite route de montagne, une vallée magnifique, un village authentique, Chronique d'en haut, vous montre l'Oisan comme vous l'avez peut-être jamais vu. Voilà. C'est la fin de cette Voix est libre. La semaine prochaine, vous retrouvez Paul Satis ici même. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur France 3.